bonjour et bienvenue dans le podcast Persévérance, le podcast qui vous parle de la vie, du comportement, du cerveau, du pourquoi et du comment. Chaque semaine, je suis là pour vous donner les bonnes clés pour avoir la vie que vous méritez. Car je suis persuadée que chacun de nous a une lumière en fond de lui, il suffit juste de la découvrir. Et parfois, je reçois aussi des invités inspirants qui vous illuminent encore votre vie. Tout ça pour élever la conscience, vous motiver et vous donner toujours une dose de persévérance. Bienvenue à mon podcast Persévérance. Hello à tous et bienvenue dans le podcast Persévérance. Aujourd'hui, on vous emmène, moi et mon invité, voyager à travers le monde en passant par l'Algérie. Oui, on parle voyage aujourd'hui avec un invité très spécial, un amoureux du voyage, d'aventure et assoiffé de découvertes. Je reçois François Mazure, né à Namur, en Belgique. Avant tout, je veux le présenter comme papa d'Aurélien, Elena, socio-anthropologue de formation avec un master en journalisme. Un parcours très riche et divers. François, vous êtes reporter globetrotter à RTBF. Vous avez intégré d'ailleurs cette chaîne à 24 ans. Vous avez présenté beaucoup de journaux télévisés, travaillé dans la cellule politique. Vous avez réalisé beaucoup de reportages pour TF1. Vous êtes journaliste et présentateur du magazine Un Monde à part sur TV5 Monde. Vous avez réalisé beaucoup de choses et vous allez justement nous parler de tout ça un petit peu, voilà, aujourd'hui. Bonjour François et bienvenue dans le podcast Persévérance. Comment ça va ? Très bien, merci pour l'invitation. Je suis content de pouvoir partager ces quelques moments avec vous. Et je voulais vous féliciter, Siam, de consacrer comme ça du temps, de la passion, à justement essayer d'aider les autres à se trouver, à s'émanciper et à aller de l'avant dans la vie. Donc bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup François. Alors, je vous ai présenté un petit peu, mais j'aimerais bien quand même vous entendre, vous présenter, quand vous le souhaitez. Ok. Bah voilà, oui, comme vous l'avez dit, hein, moi je suis un amoureux du voyage. J'ai jamais vraiment eu de plan de carrière, ni d'idée très précise de ce que je souhaitais faire plus tard, mais je savais au fond de moi que j'avais ce goût du voyage, de la rencontre, d'aller vers les autres. Je pense aussi cette capacité à m'adapter à pas mal de situations différentes, ce qui est très important dans notre métier de reporter. On est amené à rencontrer les puissants comme les gens les plus humbles, et dans toutes les circonstances, il faut pouvoir s'adapter. Donc, vous l'avez dit, vous avez bien fait de commencer en me présentant comme le papa de mes deux enfants adorés, Léna et Aurélien, qui sont vraiment le centre de ma vie et de mes priorités. Mais je pense malgré tout qu'on peut être un bon papa tout en ayant une passion. Et d'ailleurs, c'est important pour les enfants de leur montrer qu'on a ces passions, qu'on a des rêves et qu'on peut les accomplir. Donc effectivement, c'est un travail qui me demande beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices. Mais je pense que c'est important aussi dans l'éducation de nos enfants. On veut leur montrer que quand on a des rêves, quand on a des passions, on peut les vivre. Et ça n'empêche pas d'être pour autant un père présent, un père aimant et voilà, qui montre le chemin. Et qui inspire aussi ses enfants à son tour, justement. C'est beau ce que vous venez de dire. Et comment vous arrivez vraiment à gérer un petit peu tout ça, au fait ? Vous voyagez beaucoup, François, et voilà, avec des enfants. Comment vous arrivez à créer un petit peu cet équilibre, si vous arrivez vraiment à le créer ? Alors, c'est pas simple, mais ça demande de l'organisation. Je suis certain, Siam, que vous connaissez ça, vous qui êtes très occupé aussi. Lorsqu'on a des passions, lorsqu'on a des choses qu'on souhaite accomplir, on est obligé de passer par une réelle organisation et aussi par des sacrifices et des choix. Moi, par exemple, j'adore mes amis, j'adore le sport, j'aime sortir. Mais étant donné que mon travail est devenu aujourd'hui ma passion, eh bien, il y a toute une série de choses que j'ai dû abandonner pour pouvoir vivre ce travail à fond, tout en étant le père que j'ai envie d'être, un père qui est présent. Et donc, ça veut dire des sacrifices. Ça veut dire que quand je suis à l'étranger, on est parfois dans des endroits fantastiques. Eh bien, c'est d'abord le travail. On fait pas vraiment de sortie. Lorsque je rentre en Belgique, eh bien, voilà, il y a des activités extra professionnelles que je ne fais plus. Et donc, mon temps libre, je le consacre essentiellement donc à mes enfants, à ma vie de famille. Alors, faut se rendre compte en fait que effectivement, lorsqu'on voit ce qu'on produit, que ce soit sur nos réseaux sociaux, mais aussi en télévision, parce qu'on a cette émission qui fait 10 antennes chaque année pour la RTBF, la télévision belge, et comme vous l'avez dit, qui est aussi rediffusée sur TV5 Monde. Eh bien, on a parfois l'impression, lorsqu'on nous suit, qu'on est
tout le temps à l'étranger. Oui. Et c'est là que je disais que l'organisation est importante, à savoir que lorsqu'on part par exemple en Algérie, on va passer 5-6 jours, et en 5-6 jours, on va produire énormément. Donc on va faire des vidéos le matin, le soir, pendant plusieurs jours d'affilée. Et donc, de retour en Belgique, on va les diffuser peut-être 1 ou 2 par semaine, et c'est comme ça qu'on va tenir parfois 2 mois Oui. avec du contenu produit en une semaine. Et donc les gens, et parfois j'ai des collègues que je croise dans les couloirs ici à la RTBF, la télévision belge, qui me disent t'es pas à l'étranger toi. Ils ont l'impression qu'on est tout le temps parti. Oui, Et c'est ça aussi, voilà, vous voyez, c'est ça la magie aussi des réseaux sociaux, de la télévision, c'est qu'en s'organisant, en diffusant vraiment à des moments bien précis, en ayant une régularité, eh bien, on parvient à avoir une couverture importante, tout en ayant quand même une vie de famille. Et pour tout vous dire, je pense que je passe plus de temps aujourd'hui avec mes enfants que lorsque j'étais au journal télévisé, par exemple. D'accord. Alors qu'au JT en Belgique, eh bien, j'étais essentiellement en Belgique, mais les horaires étaient différents. Donc, on a des horaires de 9h à 20h, et donc on rentre après le travail, les enfants, ils doivent aller dormir, on n'a pas eu le temps de leur faire à manger, donc c'est la compagne ou le compagnon qui s'en occupe. Et donc finalement, d'avoir aujourd'hui cette émission qui effectivement m'amène à partir un certain nombre de jours chaque année, mais lorsque je suis en Belgique, je suis beaucoup plus disponible, je peux organiser mon temps aussi comme je l'entends, je peux aller les chercher à la sortie de l'école. Et surtout, le plus important pour les gens qui nous écoutent et peut-être qu'ils se disent parfois comment organiser sa vie, son travail et la vie de famille avec les enfants. Le plus important, c'est de se concentrer sur un temps de qualité. Lorsqu'on est avec ses enfants, voilà, ça veut dire qu'il faut pas négliger ces moments, il faut leur donner du temps aux enfants, il faut leur donner de l'importance, il faut leur donner de l'attention, et on peut être chez soi tous les jours à 15h30, 16h après le travail, si c'est pour être sur son téléphone, regarder la télé ou tourner le dos à ses enfants, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc c'est surtout le temps de qualité qu'on va leur fournir. Tout à fait, je partage avec vous en fait la même idée et puis même avis. Vous nous faites justement toujours voyager. Et d'ailleurs, François, on parlera en tout cas du reportage que vous avez fait sur l'Algérie un peu plus tard. Mais franchement, dans ce podcast, j'ai envie vraiment de vous remercier au nom de, on va dire, tous les Algériens, d'avoir fait vraiment un aussi beau reportage sur l'Algérie. En tant qu'Algérienne, d'ailleurs, franchement, je suis heureuse et fière de promouvoir, de voir quelqu'un justement promouvoir en tout cas le pays de cette belle manière. C'est juste fantastique ce que vous avez fait. C'est surtout moi qui remercie les Algériens qui m'ont accueilli, qui ont vraiment ouvert leur cœur. Je pense que si ces vidéos fonctionnent, c'est aussi parce qu'elles sont authentiques et que les échanges, c'est des échanges qui sont sincères. Les Algériens, ils sont connus pour leur hospitalité, pour leur générosité, et je pense que ça se ressent. Parce que nous, l'intérêt de nos vidéos, c'est justement de vivre le moment. Il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de préparé. Tout est spontané, improvisé. On va sur le terrain, on rencontre les gens. Et ça ça ne s'invente pas, ça ne se calcule pas, ça ne se prépare pas. L'hospitalité, la générosité, elle arrive de manière spontanée. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait le succès de ces vidéos, c'est que les Algériens ont un grand cœur. Et surtout, je pense qu'il y a une vraie attente de la part du public algérien de partager ce si beau pays qu'ils ont. Comme je le disais dans les vidéos, c'est vrai que le tourisme a un peu diminué ces dernières années. Il y a eu l'histoire récente a fait que il y a eu des soucis de sécurité avec la décennie noire dans les années 90, début des années 2000, et donc c'est vrai que le tourisme n'était plus la priorité. Et donc il y a toutes ces belles choses magnifiques que les Algériens n'ont plus trop pu partager comme ils auraient pu le souhaiter. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a une vraie volonté de se rouvrir au tourisme. Et un besoin aussi. Voilà. Un besoin. Et donc, forcément, et je le vois bien parce que je ne suis pas le seul à m'être rendu en Algérie, je vois bien que d'autres ont fait aussi des vidéos et ça marche très très bien. Il y a une vraie envie. Et donc, dès qu'on en parle, ça se repartage, ça se commente. Moi, vous n'imaginez pas, Siam, le nombre de retours qu'on a eu, notamment via notre page Facebook Un Monde à Part. D'Algériens qui nous invitent, qui nous disent il faut aller voir ça également, venez là, si vous venez je vous invite, je vais vous préparer mon meilleur couscous, mon meilleur loubia, tout ça. C'est vraiment un torrent d'amour et de bienveillance que je n'ai honnêtement jamais ressenti. Pourtant on voyage beaucoup, on fait le tour du monde, mais ce qu'on a ressenti ici en Algérie, et d'ailleurs on va revenir parce que on va parler de ça tout à fait plus tard. Oui, on en parlera un peu plus tard, mais c'est clair que c'était un voyage hors du commun. Ouais, c'est magnifique.
Alors, l'histoire d'un monde à part, c'est l'histoire, on va dire, de deux passionnés, François, vous et Renaud. Donc, comment vraiment elle est Ouais. née, cette idée? Comment elle est née? Eh bien, ça peut être intéressant justement de vous expliquer ça dans le cadre Ouais. de votre blog et de votre podcast de Ouais. développement personnel, parce que je Ouais. pense que on vit tous des crises, des moments difficiles, parfois des échecs. Et je pense qu'il n'y a pas plus riche qu'un échec pour apprendre, pour évoluer, pour se remettre en question. Et dans l'histoire que je vais vous raconter là, vous allez vous rendre compte que parfois, un échec, eh bien, ça peut donner lieu à la plus belle des récompenses. Ouais. Moi, j'ai présenté une émission à la RTBF qui s'appelait 7 à la une, qui était un magazine de reportage qui marchait très bien, qui avait doublé les audiences de la chaîne le samedi à 18h30 et qui fonctionnait super bien. J'avais une équipe, j'avais des collègues qui étaient très heureux dans ce qu'ils faisaient. Ok. Malheureusement ou heureusement, Ouais. la direction a décidé de supprimer cette émission, de supprimer ce programme, parce qu'ils voulaient récupérer des moyens pour investir notamment dans les réseaux sociaux. On sait que nos métiers évoluent, Ouais. ils sont bouleversés par les nouvelles technologies, Bah oui. et donc voilà. Moi, j'avais vécu ça comme une injustice, D'accord. et donc du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans ce programme que j'aimais beaucoup, et j'ai dû revenir à ce que je faisais précédemment, à savoir travailler pour le journal télévisé. Et là, je me suis dit, j'aurais pu vivre ça de manière comme une injustice, me lamenter sur mon sort. J'ai pas mal de collègues qui ont vécu ça et qui se sont un peu refermés sur Et eux-mêmes. entrer dans un burn-out, une dépression. Voilà, il y a eu des oui, il y a énormément de burn-out aussi. Ouais. Et je me suis dit non, pas question. C'est pas ça. Moi, j'ai envie d'avancer. C'est clair que cette décision d'arrêter le programme, eh bien, je l'ai mal vécue, mais peut-être qu'il y a des raisons à ça. Et c'est vrai que nos métiers évoluent. Et pourquoi pas aussi me remettre en question. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors que j'étais à temps plein au journal télévisé, j'ai repris des cours du soir en management qui m'ont tenu justement intéressé. Ça m'a permis justement de rester motivé. J'ai appris plein de choses, j'ai rencontré de nouvelles personnes et je me suis dit, voilà, je vais proposer aujourd'hui un programme qui me ressemble, que j'aime, que j'ai envie de faire. Si on ne te propose pas, c'est clair que surtout dans les métiers qu'on fait, des métiers médiatiques, il ne faut pas attendre que les gens viennent vous chercher. Tout à fait. Si on veut faire quelque chose, il faut prendre le taureau par les cornes et le faire soi-même. Et donc moi je me suis dit, si c'est pour faire quelque chose, autant faire quelque chose qui me ressemble, que j'aime et que j'ai envie de faire et pour lequel je ne vais pas compter mes heures et pour lequel je serais prêt à m'investir plus que ce que mon contrat pourrait me le proposer. Et donc j'ai commencé à écrire un monde à part et je me souviens très bien du jour où j'étais en vacances en France, j'étais en train de jardiner et tout à coup le nom Un monde à part m'est venu. Je dis mais voilà, ça, c'est ça. Je l'ai écrit sur un petit bout de papier, j'ai commencé à réfléchir et de mon côté, dans l'ombre, j'ai commencé à développer ce programme et je voulais que ce soit un programme qui soit d'abord orienté réseaux sociaux pour ne pas revivre la même déconvenue. Et plutôt que de dire on va faire un programme de télé, ce qui se fait souvent, qu'on va développer après en RS, en réseaux sociaux, eh bien non, réfléchissons à un programme réseau social qui lui va devenir un programme télé. Et c'est comme ça que j'ai voulu vraiment inverser, je dirais, la mécanique habituelle en télé. Moi, je travaille en télé depuis 20 ans, donc on a souvent de vieux réflexes. Alors, je suis venu le proposer à ma hiérarchie. Et là, j'ai eu un peu de chance. C'est qu'il y a un programme historique à la RTBF qui s'appelle Les Carnets du Bourlingueur, qui existe depuis 30 ans, qui arrivait à son terme. Et donc là, les astres se sont alignés pour moi. Et on m'a dit, écoute François, voilà, on te fait confiance. Et voilà, du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec ce programme. Et donc, c'est pour revenir justement, quelque part, c'est cet échec et cette déception qui ont permis justement de remobiliser mon énergie, de pouvoir vraiment cibler ce que je souhaitais faire. Et bon, il faut toujours aussi un peu de chance, mais je pense que la chance, il faut la provoquer. Et surtout, la chance, quand elle se présente à nous, il faut savoir la reconnaître et la prendre à 100%. Et en profiter, tout à fait. Et en profiter. Et donc, résultat, aujourd'hui, il y a ce programme qui est un programme d'aventure, d'évasion, de découverte, qui est tout ce que j'aime faire et qui aussi synthétise tout ce que je sais faire, à savoir il y a de la production, il y a de l'édition, il y a du journalisme, il y a de la réalisation, il y a une gestion d'équipe aussi, parce que j'ai une petite équipe qui travaille avec moi. Et donc finalement, ces programmes synthétisent tout ce que j'aime faire. Et alors ça demande beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices, comme je vous ai dit plus tôt. Mais
Mais voilà Ouais. comment c'est né, et ça fait maintenant la troisième saison qu'on est en train de tourner. Ça Ouais. marche très bien. Ouais. On a en quelques mois, hein, on est parvenu sur Facebook à réunir 350 000 abonnés, Oui. ce qui est quand même pas mal, Bah oui. surtout pour un programme belge. Hein. Le Belgique, c'est un petit pays, Oui. et donc on est très heureux, on continue. Et effectivement, Renaud, qui est mon caméraman, qui est mon collègue, eh bien tout de suite, je l'ai embarqué dans l'aventure. Parce que le principe d'un monde à part, c'est d'être léger, flexible, à savoir qu'on part juste à deux, avec 2 sacs à dos. Donc on n'a pas tout le matériel d'une équipe de télévision, avec le preneur de son, le réalisateur, tout le matos. On est vraiment très léger, parce que l'idée, c'est d'abord, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de pouvoir être réactif, improviser, aller à la rencontre des gens. Et c'est ça qui fait aussi le succès de l'émission, c'est que ça nous rend un peu différents, dans le sens où les choses ne sont pas écrites. On n'est pas comme une équipe de télé qui arrive de l'extérieur et qui a un regard extérieur sur les choses. On participe, on va dans l'action. Alors, c'est spontané. Et puis, c'est spontané. Ouais, vous avez aussi fait pas mal d'expériences dans certains pays, comme Exactement. Ouais, j'ai regardé aussi une vidéo quand vous avez fait l'expérience du vaudou, et franchement, ça crée, j'imagine, énormément de choses, de liens aussi. Exactement, parce que je pense que moi, comme vous me l'avez dit en me présentant, j'ai étudié l'anthropologie avant de faire le journalisme. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière d'apprendre à connaître les gens, leurs rituels, leur culture, leur religion aussi, pourquoi pas, qu'en se plongeant comme un anthropologue dans leur réalité, en testant, en essayant, sans a priori. J'essaie vraiment de lutter contre l'ethnocentrisme, et ça, c'est vraiment ma formation d'anthropologie. L'ethnocentrisme qui consiste à juger les gens sur base de ses propres expériences. J'essaie vraiment de ne pas faire ça, de n'avoir aucun a priori sur personne, ni sur... de mettre de côté toute mon histoire personnelle pour vraiment vivre au plus près des choses. Et quand on a eu l'idée de faire ce reportage au Bénin sur la culture vaudou, ça nous paraissait évident qu'il fallait qu'on fasse nous-mêmes l'initiation, même si je ne suis pas devenu vaudou pour l'occasion, mais au moins c'est aussi une marque de respect que de dire on ne va pas vous observer de l'extérieur, on va faire comme vous, on va se prêter au jeu, et on va le faire sérieusement, sans a priori, sans jugement. Et ça donne justement des expériences fantastiques où on apprend beaucoup de choses. Tout à fait, bravo, franchement, pour tout ce que vous avez fait. François, lorsque vous voyagez, que cherchez-vous vraiment à voir à chaque fois? Et qu'est-ce que vous voulez transmettre, on va dire, à travers un monde à part? Les monuments historiques, les cultures d'un pays. Est-ce que vous avez envie plutôt de créer des liens? Ça m'intrigue un petit peu vraiment de savoir tout ça. Dites-moi. Ce qui traverse un peu le projet d'un monde à part, c'est d'aller à la rencontre de lieux qui sont inédits, des populations qui sont très différentes de la nôtre. Je ne parle pas ici en fait, il y a 2 choses. Siam, dans un monde à part, il y a le programme télé, qui sont vraiment des reportages beaucoup plus construits. Et puis, il y a tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, que vous avez sans doute vu, notamment en Algérie, où là, on va vraiment à la rencontre des gens, et c'est plus dans un j'ai bien remarqué la différence. Voilà, c'est un tourisme un peu alternatif. L'idée, en tout cas, par exemple l'Algérie, de ce qu'on a fait sur place, ou d'autres pays comme ça, c'est de faire un tourisme hors des sentiers battus. Donc, on n'est pas là pour montrer ce que tous les guides du routard, que les TripAdvisor, que tout ce qu'on peut trouver sur Instagram. Non, on veut vraiment aller en dehors des sentiers battus, montrer la réalité des choses, et surtout aller à la rencontre des gens, les populations, des lieux étonnants, insolites, et d'avoir ça avec un regard beaucoup plus subjectif. En télévision, c'est comme je vous disais, on va à la rencontre de populations, de cultures très différentes, de lieux insolites, parfois des professions hors du commun. Et vraiment, c'est de montrer que cette terre, elle est magnifique, elle est très diverse. Il y a plein de choses lorsqu'on grandit en Belgique qu'on ne connaît pas. Et François et Renaud, donc nous deux, on va vous montrer comment ça se passe. On va on va peut-être oser des choses que vous n'oseriez pas en tant que touriste, plus classique. Et on va peut-être vous donner envie de sortir justement des sentiers battus, de voir le monde autrement, d'oser. Moi, je pense que ce qui est très important lorsqu'on voyage, c'est parfois simplement se perdre. Moi, j'aime quand les choses ne sont pas totalement écrites. J'aime laisser une part
au hasard, à la rencontre, à l'imprévu, surtout l'imprévu. Et ce que je veux donner comme envie aux gens qui nous regardent, c'est de se dire, mais voilà, si vous voyagez, s'il vous plaît, sortez justement des circuits classiques, allez à la rencontre des gens. La grande richesse de tous ces lieux, de tous ces pays, c'est justement les gens, les populations. Osez vous perdre, ne suivez pas un programme trop écrit. C'est vraiment en se perdant qu'on fait les plus belles rencontres et les plus beaux voyages. Et je pense aussi que la peur des autres, la peur de se perdre, la peur d'aller dans des endroits parfois étonnants, c'est celle surtout de l'inconnu. Et donc, comme disaient certains, n'ayez pas peur d'aller à la rencontre des gens, toujours avec le sourire, toujours en tendant la main, toujours en respectant aussi les cultures et les habitudes des autres. Pour créer cette confiance aussi. Créer cette confiance qui est absolument nécessaire et essentielle pour pouvoir aller justement à la rencontre des gens, parce que à l'arrivée, on est tous pareils. Il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, il y a juste des gens qui sont différents, mais qui sont prêts à se rencontrer. Et lorsqu'on le fait avec respect, avec patience, avec main tendue, avec sourire, eh bien partout, moi je vous dis, j'ai beaucoup voyagé, on est allé vraiment aux 4 coins de la planète. Partout, les gens sont prêts à nous accueillir, à nous tendre la main. Il faut juste être prêt à les entendre, sans a priori, et en respectant aussi leur mode de vie. Être prêt à les entendre, j'aime bien ça. Alors, au fait, François, vous m'avez parlé d'une certaine phase, on va dire, dans votre vie où vous avez dit, vous avez ressenti un petit peu une certaine injustice et il y avait, voilà, entre parenthèses, un échec, mais après, qui vous a poussé justement à vous donner et à créer un magnifique projet aujourd'hui. Et est-ce que c'était bien pendant la période de la pandémie où ça coïncidait avec ça ou... Exactement. Parce que j'ai bien envie de savoir pendant la pandémie qu'est-ce qu'il faisait, François. Voilà. C'est exactement pendant la pandémie. Alors je vais tout vous dire. Ici on est là dans le podcast pour se dire les choses. C'était donc en 2020. En fait l'annonce de l'arrêt du programme c'était 2019 et à ça est venu s'ajouter début 2020 la pandémie. Et c'était une année vraiment compliquée pour moi parce que pour tout vous dire, et là je parle un peu de mon intimité, mais non seulement j'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu une séparation conjugale. J'ai eu ce programme qui s'est arrêté. J'avais en plus ces cours du soir qui me prenaient énormément de temps. Donc c'était vraiment une période très 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 complexe. Mais bizarrement, c'est souvent dans ces moments-là, et je pense que c'est peut-être une leçon à tenir justement, ces moments-là doivent être une source de motivation. Parce que c'est quand on est au fond de la piscine, eh bien, qu'on peut remonter et qu'on peut donner cette petite impulsion qui permet de remonter à la surface. Et moi, c'est quand je vis des échecs que quelque part je ressens cette espèce de motivation, d'excitation de me dire maintenant il n'y a plus qu'à construire, il n'y a plus qu'à rebâtir, parce que c'est dans ces moments-là qu'on se sent vivre. C'est quand on fait ça à l'abri des regards. Faut pas le crier sur tous les toits, faut pas se vanter, faut travailler dans l'ombre. Moi j'ai un passé aussi, mon rêve c'était d'être basketteur professionnel, et donc j'ai beaucoup appris du sport, notamment voilà ces moments où justement la saison est terminée, où les gens sont en vacances, se reposent. C'est à ce moment-là qu'on peut s'entraîner, qu'on peut progresser et qu'on peut faire la différence avec les autres. Et moi, je me suis vu parfois revenir après un été où je m'étais beaucoup entraîné. Et quand on voit les résultats immédiats, parce que justement ce travail a payé, eh bien, il n'y a rien de plus satisfaisant. Et c'est ce moment d'entraînement dans l'ombre qui est le plus gratifiant parce que on se retrouve avec soi-même. Et donc, de ce passé je dirais sportif, eh bien, j'ai appris beaucoup de choses et je pense que ça m'a aidé justement dans des moments difficiles comme celui-là de me dire, voilà, c'est le moment de se réinventer, c'est le moment de reconstruire. Alors, on ne peut pas toujours réussir, tout ne va pas fonctionner. Tout ne va pas fonctionner. Mais qu'est-ce qu'il y a de pire que de ne pas avoir essayé et que de ne pas avoir tout donné. Lorsqu'on a tout donné, on peut échouer. Il se fait que voilà, la vie, elle est injuste, elle est parfois cruelle, souvent cruelle, mais au moins on a essayé et on peut pas avoir de regrets. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de se dire et si j'avais tenté, et si j'avais donné ce que j'avais pu. Alors on peut pas être toujours à 100%, on n'est pas des êtres, on n'est pas des surhommes, on n'est pas des robots, et moi le premier, mais je pense que c'est vraiment la première impulsion qui est importante. Et après, évidemment, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices et surtout tenir dans le temps parce qu'il n'y a pas de résultat immédiat. Rien ne vient du jour au lendemain. Ça demande du temps, ça demande de la patience. Et le jour où on tire les résultats, les récompenses de tout ça, c'est sans doute un moment très satisfaisant. Mais je pense que c'est surtout le parcours, le chemin qui est satisfaisant. Donc voilà, pour revenir à mon expérience personnelle, si je peux conseiller vos auditeurs,
Surtout, ne voyez pas un échec comme la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose de nouveau. Remettez-vous en question, travaillez dur et surtout croyez en ce que vous aimez. Alors on ne peut pas tous tout faire, mais il faut surtout trouver quelque chose qui nous ressemble parce que au moins on ne triche pas et au moins on va dans ce qu'on peut faire, dans ce qu'on sait faire, trouver sa passion. C'est vraiment comment dire, le souhait que je peux faire aux gens, c'est de trouver sa passion pour laquelle on va se donner à 200%. En fait, en vous écoutant parler, je pense tout de suite à la résilience et vous l'avez bien développé, vous, en fait, François, parce que c'est dans les moments justement difficiles qu'on a envie justement quand on a envie de rebondir et de en fait, donner le meilleur de nous-mêmes et petit à petit, en fait, ça se développe, cette résilience. C'est super beau ce que vous dites et on pourra ainsi, en fait, affronter pas mal de difficultés dans la vie et voilà, et c'est magique, ça devient vraiment magique, en fait. Ouais. Mais oui, je pense que la résilience, elle est. La dernière, on s'est parlé, Siam, il y a quelques jours pour préparer cette interview. Et j'aime beaucoup ce que vous faites et vraiment, de nouveau, je vous remercie, je vous félicite. Et vous me posiez la question de la persévérance. Je pense que la persévérance, ça doit pas être un choix. Abandonner, c'est un luxe. Lorsqu'on a une cause qui est belle, lorsqu'on a des rêves, que ce soit des rêves d'enfants, d'adolescents, des rêves d'adultes, et qu'on y croit, eh bien, la persévérance, ce n'est plus un choix, ça devient une obligation. Et donc, ça veut dire qu'on ne se pose même pas la question, est-ce que je persévère ou est-ce que je persévère pas. Et donc, lorsqu'on est au pied du mur, comme après cet échec que j'ai eu il y a quelques années, et toutes ces difficultés, eh bien, on ne doit même plus se poser la question. On doit avancer. Et ce qui peut nous paralyser, justement, lorsqu'on est face à des enjeux, à des choix de vie, etc., c'est ce qui peut nous paralyser, c'est justement de ne pas faire le premier pas. Et donc, on est bloqué, on est paralysé par le fait de ne pas rentrer en action. Mais dès qu'on met un pied dans l'action, qu'on commence à travailler, qu'on commence à avancer vers son projet, vers son objectif, eh bien le stress il diminue. Alors c'est important d'avoir un plan. Si on ne planifie pas, on échoue. C'est important d'avoir un plan, mais une fois qu'on a ce plan-là, eh bien il faut s'y tenir et il faut même pas se poser la question de j'abandonne pas. Il n'y a pas le choix. Il faut avancer. Et puis François, en fait, le stress, il devient plutôt excitant. En fait, on a juste envie de voir l'étape suivante, c'est quoi, en fait, c'est quoi next à chaque fois, en fait, et bien ça sûr. Devient vraiment excitant. Qu'est-ce que je suis capable de faire encore, en fait, pendant tout au long de ce chemin. Parce qu'on est tous capables de beaucoup de choses. Évidemment, on n'en a pas encore parlé, mais la confiance en soi, c'est absolument nécessaire. Mais la confiance en soi, elle ne tombe pas du ciel. La confiance en soi, elle vient avec des petits succès. Des petits succès qui vont en ajouter d'autres, qui vont en amener d'autres. Et donc, avant les petits succès, il y a parfois des gros échecs. Mais il ne faut pas abandonner, il faut continuer. Et surtout, il ne faut pas baisser les bras parce que un succès en amène un autre. Et puis, la confiance revient. Et je pense qu'il n'y a rien de pire lorsqu'on a certains stress, certaines angoisses, quelle qu'elle soit, eh bien de se mettre dans ce qu'on appelle une stratégie d'évitement, de se dire oulala, parler en public, ça me fait peur, j'ose pas, je vais pas le faire. Ce jour-là, je devais le faire, je vais me rendre malade, ou bien alors je vais éviter ces gens parce que ça me fait peur. Surtout, ne faites pas ça. La stratégie d'évitement, c'est le début de la fin. Il faut oser, oser. Et on peut échouer de nouveau. Oser. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir, ça veut peut-être dire qu'on va échouer, mais au moins, on aura fait un pas de plus vers l'apprentissage, vers l'amélioration, et puis il y a des gens qui sont bienveillants autour de nous, et c'est comme ça que petit à petit, les choses se construisent. Un pas de plus je parle qui nous beaucoup, apprend... je suis désolée. Ben non, au contraire, ce que vous dites, en fait, est riche, et j'imagine que les auditeurs, en fait, apprécient énormément ce qu'ils entendent. En fait, François, vous voyagez beaucoup, et il y a parfois des risques à prendre, j'imagine. Parfois, c'est dangereux. C'est quoi vraiment le plus gros risque que vous avez pu prendre dans l'un de vos voyages? Oula, alors en 20 ans, j'en ai pris quand même pas mal. Pas mal. J'ai couvert l'explosion de Fukushima, je me suis rendu dans la zone interdite alors qu'on n'avait pas les autorisations, en me cachant à l'arrière du camion d'un fermier qui nous a fait rentrer dans la zone interdite, donc juste après, quelques mois après l'explosion, donc c'était déjà un risque. Je me suis rendu dans le nord Kivu au Congo, où il y a quand même souvent des exactions, dans des endroits où quelques semaines avant,
un ambassadeur avait été tué. J'ai couvert la révolution en Égypte, où Oui. j'ai été couvrir des manifestations qui parfois prenaient des proportions assez violentes. J'étais en Crimée lorsqu'il y a eu l'invasion russe en 2014. Ouais. Et donc, des risques, j'en prends souvent, mais j'essaye qu'ils soient calculés. À savoir que D'accord. je ne vais jamais prendre un risque qui peut mettre ma vie en danger. J'ai une famille, j'ai des enfants, et j'ai envie de les revoir. Et d'ailleurs, c'est un élément important, hein, quand on est reporter. Alors ça, je vous parle de l'époque surtout où j'étais reporter pour le journal télévisé, où on allait couvrir l'actualité. Parfois l'actualité qui est parfois tragique. On n'enverra jamais sur le terrain de conflit une personne qui est mal dans sa peau, qui vient de se séparer, qui a plein de choses en tête tristes, parce que cette personne va prendre des risques qui vont le mettre en danger, qui vont mettre son équipe en danger. On en voit plutôt une personne stable, Voilà, une personne stable et qui n'a pas envie de mourir. Oui, voilà. C'est simple. Je vais vous donner un exemple. La BBC, il y a quelques années, avait envoyé sur un terrain de guerre en Afrique une équipe de télé. Et le caméraman avait appris par téléphone que sa petite fille était très triste parce que son poisson rouge était mort. Eh bien, figurez-vous que la rédaction a renvoyé le caméraman chez lui parce qu'elle s'est dit qu'il était tracassé par cette petite histoire et qu'il risquait justement de ne plus être suffisamment concentré et tout à fait libre dans sa tête que pour faire le travail. Alors parfois, vous voyez, c'est des petites choses, hein. Ouais, c'est des mais petits donc détails, c'est ce que je voulais, des petites choses, des effets papillons qui peuvent nous mettre en danger. Donc moi, par exemple, voilà, j'ai pris des risques, j'en prends encore, mais j'essaie toujours de faire ça d'abord en concertation avec mon caméraman. Et toujours où j'ai un plan B si jamais les choses dégénèrent, si jamais ça devient dangereux, je peux rebondir. Et donc voilà, des risques j'en ai pris. Mais je voudrais parler, alors de nouveau, comme on est un peu aussi en parallèle dans le développement personnel, prendre des risques en tant que voyageur, mais même dans la vie de manière générale, c'est forcément nécessaire. Si on prend jamais le moindre risque, ça veut dire qu'on reste dans son petit confort. Alors, très bien, hein, si c'est la vie qu'on veut mener, pourquoi pas. Moi, j'ai pas de jugement là-dessus. Mais c'est clair que si on veut un peu sortir de son quotidien, si on est un peu aventurier, eh bien, il faut en prendre des risques. Et moi, j'ai pensé à ça dernièrement. Quand j'étais gamin, moi, j'adore le voyage depuis que je suis tout petit, ça m'est tombé dessus. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et il y a quelques semaines, j'ai posé la question à ma maman. Parce que, par exemple, à 19 ans, je suis parti au Népal. Et j'ai passé 2 semaines seul dans un monastère bouddhiste avec les moines. Et il fallait marcher pour s'y rendre. Et ensuite, j'étais en Inde, etc. Et donc, à la même époque, il y avait d'autres jeunes qui avaient été agressés au Népal parce qu'à l'époque, il y avait les révolutions maoïstes. Et en y repensant, maintenant que je suis adulte, je me disais, mais tiens, est-ce que j'oserais, moi, envoyer mon fils comme ça, dans des endroits comme ça, à 19 ans, 18, 19 ans, avec le risque de ne pas le revoir. Et j'ai posé la question à ma mère. Je lui ai dit, maman, tu te souviens quand je suis parti là-bas? Et je dis, mais tu m'as pas empêché de le faire, tu m'as permis de le faire, mais je dis, tu n'avais pas peur? Et elle me dit, mais François, je mourrais de trouille de te laisser partir. Mais j'étais obligé de le faire, et surtout de ne pas te le montrer, pour te permettre de vivre ta passion, ton rêve. Et donc le risque faisait partie, quelque part, du contrat. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau pour une maman ou un papa d'oser, de permettre à ses enfants de prendre des risques, parce que ce sont ces risques qui nous construisent. Et si elle m'avait empêché à l'époque, parce qu'elle avait peur, et si égoïstement elle m'avait dit non, tu restes à la maison, pas question que tu prennes ce risque-là, je ne serais sans doute pas là aujourd'hui. Tout à fait, Donc, il faut pouvoir de temps en temps prendre des risques, calculer, faire confiance. La vie, parfois on tombe, parfois on se blesse, parfois on s'abîme. Moi, j'ai cassé probablement tous les os au basket ou bien à travers mes aventures. Mais c'est pas grave, on se relève et on continue. Et c'est comme ça qu'on progresse. Les risques, c'est important, c'est vraiment important. Et comme vous l'avez dit, en fait, justement, ça nous permet de sortir de notre zone de confort. Et si on ne le fait pas, en fait, on reste toute la vie en sécurité, dans le confort. Et on se dit, au fait, oui, parfois, ce qui arrive à beaucoup de personnes, en fait, François, de se comparer et se dire, pourquoi, en fait, il a réussi, pourquoi l'autre, il a fait ça? Oui, parce qu'il a osé, justement, en fait. Il est passé à l'action, il est sorti un peu de
justement de sa routine, il est sorti de ses peurs aussi. C'est ça, au fait. Oui, alors, bien Ouais, sûr, mais alors, moi ici, de nouveau, hein, ouais, je veux pas mettre une échelle de valeur entre les personnes. Je veux dire, moi, je ouais, peux tout à fait comprendre, et c'est tout à fait louable, ouais, que quelqu'un décide d'avoir une vie paisible, confortable, ouais. C'est un avec une choix. certaine routine. Je peux le Ouais, comprendre parce que c'est une autre manière de vivre et il n'y tout a à pas de fait. jugement de valeur. Il faut pas absolument prendre des risques et faire Mm, des choses insensées ou mhm. vivre une vie avec 1000 aventures pour réussir sa vie. Réussir sa vie, ça peut être aussi avoir une vie paisible, cultiver son jardin, Ouais, dans le passer des calme. moments agréables en Ouais, famille, avoir une ouais, certaine routine. Ça peut être aimer regarder des séries télé à longueur de journée. Pourquoi pas? ouais, Je suis pas en train ouais, de juger les gens et rien n'est mieux que l'autre. tout Par à fait. contre, Mm, en revanche, mhm. si vous aimez l'aventure, si vous avez cette envie au fond de vous, Ouais, alors oui, il faut prendre des risques. Si vous restez sur vos peurs, vous allez être aigri, vous allez mhm, être jaloux, vous allez vous dire, moi ça arrive parce que forcément avec le métier que je fais, il y mhm. a souvent beaucoup de jalousie autour de moi et Ouais, beaucoup de gens qui vont dire ouais, enfin c'est pour telle et telle raison qu'il a obtenu ce poste ou qu'il a pu mhm. faire cette chose-là, Ouais, et vous allez devenir aigri. Au ouais, contraire, moi, les succès des autres, ça me motive, ça me nourrit, je les admire ouais. et ça me pousse à me surpasser. Mhm. Donc, si vous aimez l'aventure, si vous avez envie de sortir de votre quotidien, Vous bien avez sûr, il faut prendre besoin des de risques, prendre un risque, ouais. mais c'est, Mhm. mais c'est pas uniquement Siam prendre Ouais, un risque, c'est de nouveau avoir un plan, parce qu'il faut pas prendre ouais, des risques inconsidérés et se lancer tête baissée sans avoir de plan. ouais. Il faut avoir un plan, un projet, des étapes qu'on va suivre et le plus important qu'il faut retenir dans tout ce qu'on fait dans la vie, Mhm. c'est ce qu'ils les Américains disent le commitment. Ça veut dire Mhm. se, se tenir aux choses qu'on prévoit, se tenir dans la longueur. Il ne Ouais, s'agit pas de, si on veut demain être très musclé, on ne va pas aller 3 semaines à la salle. tout à On fait. on verra pas les effets. Il faut y aller Mhm. 2 Ouais. ans, 3 ans, 4 ans, de manière régulière. Mais c'est pareil pour tout ce qu'on fait dans la vie. Mhm. Si on veut des résultats, il faut un plan, il faut s'y tenir sur la longueur et tous les jours se réveiller avec le même objectif et vraiment, vraiment s'y tenir parce que sinon on va vite abandonner au premier échec. Mhm. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, en fait, le voyage est une vraie passion pour vous, François. Et ce qui est beau est que Ouais. vous travaillez en animant justement cette passion. Et c'est tellement beau de faire de sa passion son travail. Ça peut être en tout cas le rêve de beaucoup de personnes. Comment vous vous sentez par rapport à ça aujourd'hui et est-ce que vous pensez le faire, on va dire, voilà, toute une vie, puisqu'au fait, c'est une passion quand même, en fait. Comment vous voyez tout ça? Alors, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance de pouvoir vivre de ma passion. Ouais, Beaucoup de chance aussi parce que comme je l'avais dit en début de rencontre, ouais. j'avais pas de plan de carrière. C'est pas comme Mhm. si à 15 ans je m'étais dit je vais devenir reporter et faire des Ouais. reportages aux quatre coins de la planète. Mais par contre les choses sont venues naturellement et finalement toutes ces choses que j'aimais quand j'avais 18, 19 ans, 20 ans, je voyageais déjà, mais sans me dire que ça pouvait devenir un métier. Mhm. Et donc, quand ça s'est concrétisé de manière un peu naturelle, et je pense aussi parce que j'avais des capacités aussi dans le fait de raconter des histoires, Ouais, dans le fait d'avoir des facilités pour rencontrer les gens, de m'adapter à plein de situations, ouais. eh bien, évidemment, c'est devenu une chance terrible. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer, j'espère le plus longtemps possible, mais pour Ouais. ça, il faut Mhm. que le programme fonctionne, il faut que le succès soit au rendez-vous. Mhm. Mais dans tous les cas, je suis quelqu'un qui, par nature, me passionne rapidement de ce que Mhm. je peux faire. Mhm. Si demain, si demain il y a un nouveau confinement et que je me dis je vais commencer à jardiner dans mon jardin, je vais me passionner pour ça. Je vais Ouais. regarder des vidéos, je vais commencer à. Si ensuite on me dit François, voilà l'émission s'arrête, mais on aimerait bien que tu sois le nouveau producteur d'un autre programme ou bien que tu deviennes en charge justement du développement des nouvelles émissions, je vais sans doute me passionner. Je pense que la Mhm. passion, c'est un état d'esprit aussi. Ouais. On peut vite être content de ce qu'on fait, on peut vite être mécontent de ce qu'on fait. Et donc si l'état d'esprit c'est de se dire, voilà, je fais quelque chose, et je suis certain qu'il y a beaucoup de positifs à tirer là-dedans, Mhm. eh bien on peut vite être content de se réveiller pour aller au travail. Alors c'est vrai que moi, Ouais. j'ai jamais l'impression de me dire je vais travailler aujourd'hui. Mhm. Ce travail, c'est ma passion, ma vocation. Quand on part en reportage, on pense même pas qu'on est en train de travailler, on fait le boulot. Mhm. Mais donc pour ça, j'ai beaucoup de chance.
Mais évidemment, tout le monde ne peut pas être reporter et parcourir la planète, Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est aussi beaucoup de sacrifices, tout à que fait, ce ouais. C'est soit beaucoup de travail, du ouais. temps, parce qu'on Mhm. voit pas on voit pas les décalages horaires, les courtes nuits, Mhm. tout le travail administratif, le Ouais, montage, la préparation. Enfin, vous savez bien ce que c'est ouais, Siam. Il y a beaucoup de travail avant de ouais. faire les choses. Mhm. Mais cependant, si on est boulanger et qu'on aime faire du pain et qu'on se passionne Mhm. et qu'on essaye parfois de mettre un peu de créativité et de se renouveler, on va avoir la satisfaction que le client sera content, on va avoir la satisfaction d'avoir fait un bon pain, on va avoir la satisfaction de justement avoir ces odeurs qu'on aime et qu'on apprécie. Si on fait les choses avec amour et passion, quel que soit le boulot, alors c'est facile de dire ça quand on fait un chouette travail, c'est clair qu'il y a des métiers qui sont Ouais. pénibles et qui sont difficiles, Ouais. mais je veux dire, on peut trouver de l'intérêt, de la satisfaction. Et si jamais notre travail, c'est pas notre passion et c'est pas quelque part une vocation, eh bien, ça va peut-être nous libérer du temps pour faire d'autres choses. On va peut-être trouver une passion dans ces activités extra-professionnelles, Ouais. que ce soit des activités artistiques, sportives ou autres. On peut devenir aussi un supporter passionné. Je veux dire, il Ouais. faut absolument Mhm. trouver autour de soi des sources d'inspiration et comment dire, de passion. Mhm. Euh, J'aime bien, il faut mais trouver justement dans son travail, au fait, dans ce qu'on fait, des sources d'inspiration, et c'est magnifique ça. Et puis, rajouter vous avez parlé de la créativité, j'aime bien ça, rajouter une petite touche de créativité, parce que même si, voilà, la personne, en fait, elle travaille du matin au soir, dans un travail, voilà, de routine et dans un bureau, moi, je crois qu'on peut toujours, en fait, avoir notre petite touche de créativité pour faire de ce travail quelque chose, au fait, voilà, qui nous passionne plus ou moins, même si, voilà, ça n'a pas été le cas peut-être avant. Ce que j'ai bien compris d'après au fait ce que vous me racontez, vous me définissez un petit peu votre façon de voir en fait le travail et voilà ce que vous faites dans la vie. mhm, C'est d'avoir derrière en fait oui la passion et aussi faire bouger les choses en fait à chaque fois. C'est pas voilà je suis dans mon coin, je fais le nécessaire et puis je me plains parce que ça n'a pas fonctionné comme je le voulais. En fait il y a le besoin aussi d'être animé par ce qu'on fait au fait. Il y a ce ouais. besoin. Mais c'est pour ça, Siam, que je précisais quand même. Alors, parce que il faut être réaliste. Ouais. C'est clair qu'il y a des métiers qui sont pénibles, qui sont compliqués. Si on travaille dans une usine à la chaîne Ouais. et qu'on met des boulons, ça va être difficile de trouver de la créativité. Mais c'est pour ça que je disais Ouais. que si ce métier il est alimentaire, parce que voilà, il faut travailler, il faut gagner sa vie, il faut nourrir parfois sa famille, et c'est pas simple. Et donc on est des privilégiés, il faut quand même le reconnaître. Ouais. Malgré tout, ce travail va peut-être nous permettre de libérer du temps pour d'autres passions. Une passion, ça peut être aussi simplement de fonder une belle famille et de Ouais. s'occuper, d'être responsable de sa Ouais, famille. ouais. Donc, Mhm. donc, moi, si je pouvais donner un conseil aussi aux gens Ouais. par rapport à la vie, au développement personnel, Ouais. on a tous dans notre enfance, de notre adolescence, eu des rêves. Mhm. Des rêves. Si on peut réaliser ne serait-ce qu'un rêve d'enfant, un rêve d'adolescent, ça peut être faire ce beau voyage, ça peut être, je ne sais pas, écrire un livre, ça peut Mhm. être simplement passer un beau Noël avec sa famille Ouais. et réunir le plus. C'est des petites choses comme ça, mais Ouais. n'oubliez jamais l'enfant que vous étiez, l'adolescent que vous étiez, qui avait des rêves, qui Il avait des avait des passions. rêves, Ça ouais. peut être Mhm. voilà, et parfois on les oublie parce qu'il y a le quotidien, Il il y y a a la les vie, difficultés, il y ouais, a les ouais. factures, il y a la vie, il y a les Mhm. responsabilités. Mhm. Et c'est pas simple, mais c'est ces passions-là qui va nous tenir Vivant, motivés et qui va peut-être nous donner vivant, ouais, l'envie ouais. vivant et puis de se réveiller. Alors c'est vrai que parfois on est surmené, on est dépassé par le quotidien, Mhm. mais quand on est dans les problèmes, il n'y a qu'une manière d'en sortir, c'est en mettant un pied devant l'autre. Ouais. Ça sert à rien d'imaginer que d'un coup de cuillère à peau tout va se résoudre. Mhm. Il faut mettre un pied devant l'autre. Et c'est vrai que pour ça, il faut une certaine motivation. Et si la motivation, ça peut être de se sortir de ses soucis pour réaliser un rêve d'enfant, un rêve d'adolescent. Mhm. Et moi, j'en avais plein, des rêves d'adolescent, des rêves d'enfant. Eh Ouais. bien, c'est le début. C'est le début de la motivation et c'est le début d'avancer vers le positif. Mhm. On vit en ce moment une période dans l'histoire de l'humanité
qui est compliqué. On est face à des bouleversements énormes. On a la guerre dans plein d'endroits sur cette planète, notamment en Ukraine, en Syrie, au Mali. Il y a des guerres un peu partout. On a eu ce Covid qui a complètement paralysé la planète. On a des crises économiques. Donc, on traverse des périodes difficiles. On traverse des périodes difficiles, on s'inquiète évidemment et très justement sur l'avenir de notre planète avec l'environnement, le réchauffement climatique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On n'a pas le choix, on ne peut pas déprimer, abandonner, etc. Il faut avancer selon ses valeurs, trouver ses valeurs, définir ses valeurs et ensuite essayer de vivre aussi pour soi, pour les gens qu'on aime, qu'on a autour de soi. Et ça demande de nouveau aussi des sacrifices, de l'organisation et d'avancer vers le positif. J'ai l'impression d'être un prêcheur ici. C'est rigolo, mais j'aime encore bien parce qu'on a quand même rarement l'occasion de partager ce genre de choses et c'est important. Ouais, c'est magnifique ce que vous dites. Et j'imagine que ça encourage et ça motive beaucoup de personnes quand on écoute tout ça. Mais parce que, vous voyez, on ne naît pas tous avec les mêmes chances. Il faut être tout à fait juste et correct. Pour beaucoup de gens, c'est compliqué, c'est difficile. On n'a pas tous les mêmes chances à la base. Et donc, si on peut parfois entendre quelqu'un qui va nous donner un discours, qui va nous motiver, qui va peut-être nous dire, mais je vous donne un exemple. Moi, mon père, il n'était pas très présent dans ma vie. Mes parents étaient séparés quand j'étais tout petit. Et donc, j'avais pas de figure paternelle. Et j'ai été la chercher ailleurs. Il ne faut pas se dire parce que j'ai pas eu de chance pour telle ou telle raison, eh bien je suis condamné. Non, si on veut s'en sortir, si on veut réussir, allez chercher le positif là où il est. Vous faites un podcast, un blog Siam qui donne justement de l'énergie, de la motivation aux gens. C'est ma petite fille que vous entendez derrière moi. Oui, j'entends. Eh bien voilà, il faut s'en inspirer parce que c'est des choses qui sont positives et qui peuvent nous aider. Et donc n'allez pas vous apitoyer sur votre propre sort parce que vous n'avez pas eu les mêmes chances. N'allez pas croire que la vie est facile pour tout le monde. On a tous nos difficultés, on a tous nos problèmes. Je vous ai dit, moi j'ai traversé aussi des périodes compliquées. Mais allez chercher les sources d'inspiration là où elles sont. Et personne n'est condamné à son propre sort. Je vous donne un dernier exemple, un autre exemple. J'ai parfois autour de moi des gens, vous savez, moi je suis belge, on n'est quand même pas les plus à plaindre, on est dans une société qui va bien économiquement, les gens ont un travail, on a une sécurité sociale, on n'est pas dans un pays en guerre, on est dans une démocratie, tout va bien. Et j'entends tellement de gens qui se plaignent autour de moi pour telle ou telle raison, des petites choses, des petites banalités, etc. Et alors ils voient le noir, ils broient du noir, ils oublient la chance qu'ils ont d'être dans ce niveau de confort. Et oui, mais j'ai eu tel problème, moi mes parents étaient séparés, j'ai eu tel souci à l'école, j'ai eu un professeur qui n'était pas sympa. Alors on peut se concentrer sur le négatif. Tout ce qui ne va pas, en fait. Voilà, tout ce qui ne va pas. Mais moi, je vais vous dire, tout ce qui ne va pas. Mais moi, j'ai la chance de voyager, de rencontrer beaucoup de gens. Je vous donne l'exemple de cette dame que j'ai rencontrée en Californie, aux États-Unis, qui était d'origine vénézuélienne, qui avait perdu son père, qui avec sa maman avait traversé 10 pays pour pouvoir, de manière illégale, franchir la frontière américaine, vivre dans l'illégalité et dans l'anonymat pendant toute son enfance, grandir dans un environnement où dès qu'elle entendait une sirène de voiture de police, elle se cachait parce qu'elle avait peur d'être attrapée et d'être renvoyée à la frontière. Eh bien, cette fille-là, figurez-vous qu'elle a terminé Harvard avec la plus grande des mentions. Et aujourd'hui, elle a été régularisée et elle a une vie fantastique. Elle a construit sa famille. Alors, si cette fille-là, qui avait toutes les raisons d'échouer, qui avait toutes les raisons de se plaindre et de dire qu'elle n'avait pas les mêmes chances que les autres, si cette fille-là a pu réussir, comment nous avons telle facilité de confort de vie, on peut encore se plaindre. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Donc, voilà, il faut s'inspirer des histoires positives
et de réussite. Oui, tout à fait. Au fait, François, c'est incroyable de l'histoire. Il y a beaucoup d'histoires comme celle-ci. Et puis, on comprend vraiment que, voilà, on n'est pas obligé de pleurnicher parce qu'on n'a pas eu de chance ou parce que, voilà, on a une enfance difficile. Mais moi, comme je dis toujours, en fait, François, on est responsable de notre vie, en fait. Mais même s'il y a Ouais, eu, justement, en fait, des problèmes, des difficultés, un divorce, peu importe, en fait, on est responsable, en fait, au final. Oui, ouais, quand on pose voilà, la première question, tu as fait quoi de ta vie? En fait, oui, j'ai pleuré ou voilà, j'ai avancé. En fait, ouais. on a vraiment le choix, vraiment. Mais surtout quand on est adulte, hein. Ouais, Voilà, une fois adulte, ouais, on alors prend les choses en main, en l'enfance, fait. Ouais, ouais, voilà, et voilà, il faut prendre les choses en main. ouais, Alors de nouveau, c'est pas simple pour tout le monde. Il y a ouais, des gens qui ont des soucis de santé. Il y a des gens qui ont des soucis parfois psychologiques. ouais. Une dépression, ça existe, Mhm, et c'est une maladie, et il faut le reconnaître, et il faut ouais, encourager ces gens-là. Il faut être présent pour elles. Il ne faut pas les juger. mhm, Euh, mais en revanche, si on est en bonne santé, qu'on est adulte, et qu'on a deux bras, deux jambes, et qu'on peut se bouger, surtout aujourd'hui, je mhm, veux dire, on vit dans un environnement où on a accès à toute une série d'informations qu'on n'avait pas avant. ouais. Je vous donne un exemple. Moi, quand j'étais gamin, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone portable. Si on voulait apprendre à faire du pain, il fallait aller voir un boulanger. Ouais. Mhm. Aujourd'hui, si on veut apprendre à faire du pain, on va voir une vidéo sur YouTube, on peut Ouais. apprendre. Donc, on Mm, peut être autodidacte facilement. Donc, tout à on a fait. Mhm, beaucoup de ressources aujourd'hui qu'on n'avait ouais. pas avant. Mhm, Donc ça doit aussi nous aider à se dire on n'a pas d'excuses, si ce n'est ouais. des problèmes de santé et des problèmes qui peuvent être parfois des tragédies qu'on peut vivre. Mhm. Mais sinon, pour tous les autres, il faut se bouger, quoi. Ouais, tout à fait, c'est ça. On va parler un petit peu du voyage en Algérie. Et au fait, vous allez me dire à vous, François, mais on dirait, en fait, c'est le voyage en Algérie est parmi vos voyages dont les gens ont parlé, on dirait, le plus, j'ai l'impression. J'ai Ouais, vu ça un petit peu sur les réseaux sociaux. Tout cet amour, en fait, voilà, tous les retours positifs. Et voilà, d'abord, pourquoi l'Algérie? Ouais, alors l'Algérie, c'est un pays qui a teasé ma curiosité depuis longtemps. d'accord. Parce que je suis comme beaucoup de Belges ou d'Européens, Hein. on connaît l'Algérie, on a tous autour de nous des Algériens Oui, qu'on connaît, qu'on apprécie, ouais, mais on ne sait pas grand-chose sur le le pays pays. d'un point de vue touristique. Ouais, Il y a beaucoup de gens, vraiment, je vous assure, il y a énormément de gens qui ne savent pas que l'Algérie est le plus grand pays du continent africain ouais, en dimension, qui ne savent pas qu'on a le désert du Sahara qui est gigantesque, qu'on a des villes magnifiques comme Alger, comme ouais. Oran, qu'on a des villes de désert comme on ignore tout ça. Mhm. Et donc, moi, je me disais, il doit y avoir quelque chose là-bas à découvrir. Ensuite, il faut un peu de chance. J'ai un collègue qui est d'origine algérienne, qui s'appelle Mehdi Kelfat, qui a été contacté par l'ambassade d'Algérie en Belgique, Mhm. parce que l'ambassade avait le souhait justement de faire connaître un petit peu le pays pour relancer le tourisme. Mhm. Et alors lui n'est pas dans un programme de voyage, donc il m'a contacté, et j'étais en contact avec cette ambassade, on s'est rencontrés, j'ai Ouais. demandé ce que je pouvais faire, et c'est comme ça que les choses se sont mises en place, et que Mhm. j'ai eu les autorisations, parce que quand on est journaliste, il faut des autorisations spéciales, hein, on n'est pas touriste, il faut Ouais. un permis de tournage, il faut des Mhm. autorisations, on a même pu prendre un drone, donc c'était vraiment fantastique. Ouais. Et, Mhm. et voilà, le plus compliqué était fait, c'était d'avoir les autorisations. Et une fois qu'on les a eues, c'est comme ça que j'ai pu me rendre en Algérie. Ça Ouais. faisait partie aussi d'un circuit, j'étais avec d'autres, enfin en tout cas une partie du voyage, on était avec d'autres, Mhm. soit journalistes ou soit responsables d'agences de voyage, de tour opérateurs. D'accord. Et donc il y a une partie notamment à Timimoun et Gardaya qu'on a fait en groupe, et puis une autre partie, tout ce qu'on a fait sur Alger, qu'on a fait seul avec mon caméraman et puis un guide. Mhm. Donc Donc, au c'était fait, vraiment vous des avez fait. conditions. Ouais. Donc, au fait, vous avez fait Pardon. Timimoun, Ras Dayal, donc le sud, et Alger, voilà, la Voilà. Casbah, c'est ça, hein? On n'est pas resté longtemps, hein. On est resté que, à mon avis, en total sur place, Ouais. si on enlève les trajets, on est resté 4-5 jours, hein. Ok. Ah. Donc ça ne nous a pas laissé le temps de faire énormément de choses, mais Ouais. enfin on a quand même pu faire Gardaya, Timimoun, Sebseb, hein, qui se trouve tout près de Gardaya, Ouais. Alger, Tipaza. Mhm.
on a fait le reportage sur les Foggara, le système d'irrigation de l'eau dans le désert, sur les Ksar, ces fameuses forteresses en plein cœur du Sahara, la Casbah d'Alger, c'était vraiment un souvenir super, aussi Tipaza, les ruines romaines de Tipaza, donc c'était peu de temps, mais on a ramené pas mal de choses. Et moi, ce que je retiens, c'est surtout les C'était la question juste suivante. Qu'est-ce que vous retenez vraiment de ce voyage? Je suis journaliste, j'anticipe les questions. J'aime beaucoup. Ok, alors qu'est-ce que vous retenez justement de ce voyage, au fait que voilà qu'on voit qu'il je dirais que je retiendrai deux choses. D'une part, c'est l'incroyable diversité des décors. On a des décors qui sont des décors désertiques. On peut avoir la neige, la montagne. On peut avoir des grandes villes comme Alger, comme Oran. On peut avoir des décors forestiers. On a un monde dans le monde. Donc on a vraiment tellement de diversité de décors avec des couchers de soleil absolument fantastiques, avec une histoire, une culture. Donc beaucoup de choses merveilleuses. Et au-delà de ça, on est les Algériens, la population qui est vraiment hospitalière, accueillante, qui nous ouvre les portes, et ça je le disais dans ma chronique, c'est que quand on voyage dans certains pays où le tourisme est très 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 développé, eh bien dès que les habitants voient un blanc, eh ben on voit le blanc comme une source de revenus. Vous voyez, et donc on va essayer de lui soutirer un maximum d'argent, lui vendre toutes sortes de choses, et ça peut parfois être désagréable parce qu'on se dit finalement il n'y a pas de rencontre authentique. En Algérie, j'ai pas du tout ressenti ça. Les gens que je rencontrais n'avaient pas forcément des choses à me vendre, mais simplement envie d'échanger, de partager, de discuter. Et ça, c'est vraiment agréable pour le voyageur, notamment à Gardaïa. Il y a un marché à Gardaïa qui est super dans cette ville un peu circulaire. On peut faire ses petites courses comme un Algérien, acheter ses épices, acheter son savon, acheter des légumes. Et on ne va pas essayer de nous vendre le légume 2 fois ou 3 fois plus cher, on va nous le vendre au prix normal. Et ça, c'est agréable. Et puis, vous l'avez peut-être vu dans certaines vidéos, on fait difficilement quelques centaines de mètres sans être invité à prendre le thé, sans être invité à partager un repas. Et donc ça, c'est vraiment magnifique. L'accueil était vraiment grand et franchement, on l'a remarqué via les vidéos. Votre meilleur souvenir vraiment de là-bas, à part, on va dire, tout ce qui était générosité, tout ce que vous avez pu visiter, voilà, dans certaines villes, votre meilleur souvenir de l'Algérie? Moi, mon meilleur souvenir d'un point de vue personnel, mais c'est lié sans doute à mon parcours et mes envies de voyage, c'est d'avoir pu me balader dans le Sahara. Quand on aime le voyage de Sahara, ça évoque tellement de choses lointaines, comme je disais, les caravansérails, les berbères, les touaregs, les balades de chameaux, et puis cette immensité, cet horizon, ces décors tellement particuliers. Moi, j'ai grandi en lisant Tintin, j'ai grandi en regardant des films d'aventure, de découvertes, de pouvoir me dire je suis dans le Sahara, je me balade sur les dunes, et j'ai ce décor époustouflant, et à Timimoun notamment aussi, on a toutes ces couleurs un peu rouge, ocre. C'était vraiment un moment que j'ai adoré, mais tout comme j'ai adoré aussi être invité par ces jeunes Algérois à prendre le thé et manger un petit gâteau parce que c'était l'anniversaire de l'un d'entre eux. Donc il y a plein de choses, mais c'est vrai que le Sahara en particulier, c'était vraiment de nouveau l'accomplissement d'un rêve d'adolescent, d'un rêve d'enfant, comme je disais. On a tous une série de rêves, et si on peut cocher les cases, c'est fantastique. Voilà, j'ai coché une case supplémentaire avec le Sahara. Très bien. Alors François, le sport, c'est aussi votre passion, donc plus précisément, on va dire le basketball, au fait. Qu'est-ce qu'il vous a apporté, on va dire, dans votre vie comme leçon, peut-être, comme apprentissage? C'est plutôt ce côté, moi, qui m'intéresse, en fait. La relation, on va dire, entre cette passion et votre vie de tous les jours, vos expériences. Je pense que tous les sportifs, anciens sportifs ou sportifs vous le diront, le sport, c'est une école de la vie. À savoir que ça nous apprend beaucoup de choses, notamment sur la force du collectif. Par exemple, moi, j'ai constaté que quand j'étais gamin, que je jouais au basket, que c'était pas les équipes qui regroupaient les meilleurs joueurs qui étaient les meilleures équipes,
Donc c'est pas une somme d'individualité, c'est des équipes qui réunissaient les joueurs, qui partageaient les mêmes valeurs et qui partageaient la même envie et qui étaient prêts à se battre et à travailler ensemble. Et donc ça, c'est des choses que j'ai retenues aussi dans ma vie personnelle quand j'ai dû constituer des équipes d'un point de vue professionnel. C'est que le plus important, c'est pas de réunir les gens qui ont le meilleur CV ou qui ont le plus beau parcours, c'est de réunir des gens qui partagent les mêmes valeurs et avec qui on va grandir et apprendre ensemble. Donc ça, c'est une première chose que j'ai apprise d'importante dans le sport. Ensuite, l'importance de s'entraîner. Quand on s'entraîne, quand on fait les efforts, moi, j'étais pas le plus doué au départ, mais le fait de pouvoir s'entraîner, comme je vous disais, lorsque les autres sont en vacances, toi, tu t'entraînes de ton côté, tu progresses, tu vois la progression. Et quelque part, tu es récompensé par tes efforts. Et même si tu gagnes pas le championnat, même si tu n'es pas le numéro 1, tu t'es vu progresser. Et ça, c'est vraiment un apprentissage important dans la vie. Sans effort, sans travail, il n'y a pas de résultat. Et c'est quelque chose que le sport nous apprend. Ensuite, l'esprit d'équipe, la camaraderie, toutes ces choses qu'on peut apprendre dans le sport. Et aussi la saine concurrence. Il n'y a pas de honte à aimer la compétition. Si c'est fait dans le respect, si c'est fait sans écraser les autres, on a le droit d'aimer la compétition. Et moi, c'est quelque chose aussi avec le temps que j'ai appris. Il faut s'accepter tel qu'on est. En Belgique, en Europe, souvent, en esprit compétitif, ça peut être mal vu, parce que ça peut être vu comme quelqu'un d'arrogant, ou quelqu'un qui a envie de... Eh bien non, on peut être... Après, on a besoin de ça, si on le fait avec respect. Si c'est fait avec respect et sans écraser les autres et sans arrogance, c'est plutôt une qualité. Une qualité. Notamment aux États-Unis, c'est plutôt l'inverse. Là-bas, on reconnaît ça avec beaucoup d'importance. Et donc, c'est ça aussi d'un moment, quand on est adulte, de s'accepter tel qu'on est et être en accord avec ses valeurs. Et une fois qu'on parvient à ça, on avance beaucoup plus vite et beaucoup mieux parce qu'on est en accord et on a l'impression de faire quelque chose qui nous ressemble et qui est juste. Ouais, très bien. Avant de passer à la toute dernière question, en tout cas qui est sur la persévérance, je vous la repose ici la question. Au fait, qu'est-ce qui a changé dans votre vie, François, vous, depuis que vous êtes dans ce beau projet, Un monde à part? Votre vie, comment vous la voyez, ou vous-même, en fait, qu'est-ce qui a changé vraiment en vous? Ce qui a changé, c'est sans doute mon organisation personnelle. Donc je suis papa célibataire, donc j'ai mes enfants une semaine sur deux, donc ça demande énormément d'organisation, énormément de travail. Mais par contre, ça donne du sens à ma vie de vivre ces choses-là, parce que d'une part, ce que j'adore moi dans mon métier, c'est que c'est le moment où je me dis, oulala, ce moment il est improbable. Il n'y a aucune raison que je me retrouve ici, et pourtant j'y suis. Et ça arrive très souvent avec mon caméraman Renaud. Souvent on se dit là, on vit de nouveau un moment incroyable, se retrouver dans une réserve indienne dans le fin fond du Dakota du Sud, se retrouver au bord du volcan Nyiragongo au Congo et dormir à côté d'un volcan, se retrouver même, à Dubaï dans une suite à 25 000 euros. On dort pas dedans, mais qu'on visite parce que vraiment notre métier, c'est un métier où on nous ouvre toutes les portes. Et c'est ça, c'est fantastique. C'est magnifique. Et donc, c'est effectivement ce qui a changé, c'est de me rendre compte de la chance que j'ai, qui est une chance qui est quand même fragile, parce que si on ne se remet pas en question, si on n'évolue pas, si on n'essaye pas de justement être à l'écoute des nouvelles tendances, de ce qui change, de ce qui évolue, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Mais pour répondre à votre question, une chose qui a changé aussi, c'est avec Un monde à part et le fait qu'on ait beaucoup développé les réseaux sociaux, on a énormément de retours. Énormément de retours et des retours très positifs. Vraiment 95% du temps, c'est des gens qui nous remercient. Et de se dire que parfois, des petites choses qu'on peut faire, ça peut changer la manière dont certaines personnes peuvent voir une destination, un pays, une ville, une culture. Il y a des gens qui m'ont dit, voyez, le vaudou, je voyais absolument pas ça comme ça. J'ai un autre regard. Je pensais des choses négatives. Aujourd'hui, je vois les choses autrement. L'Algérie, j'imaginais pas que c'était le plus grand pays d'Afrique, qu'on pouvait voir tant de choses. J'ai envie d'y partir. Le Japon, j'osais pas y aller. Je pensais que c'était hors de prix, mais vous m'avez appris que c'était accessible et que vous m'avez donné quelques bons conseils. Vous incitez les gens, en fait. Vous incitez les gens à visiter ces pays et voilà, tout simplement à travers... Et d'avoir un impact positif sur les gens. Il suffirait que ce soit une seule personne, ce serait déjà très bien.
Mais là, avec la puissance des réseaux sociaux, le fait que ça dépasse nos frontières, ça c'est vraiment ce que ça a changé, c'est que ça donne du sens. On essaie de donner du sens à notre vie, à notre travail. Et là, parfois, j'ai l'impression que c'est le cas. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Ouais, c'est super. François, la dernière question sur la persévérance. En quoi vous avez persévéré dans votre vie et voilà, qu'à la fin vous en étiez fier de vous-même parce que vous n'avez pas baissé les bras, vous n'avez pas lâché. Ouais. Il y a un événement qui a été important dans ma vie. Quand j'étais gamin, moi, mon rêve, c'était de devenir joueur de basket professionnel. Alors, vous voyez, on n'arrive pas toujours à nos rêves, comme je disais tout à l'heure. Mais l'important, c'est de persévérer. Et j'ai pas de regrets parce que finalement, j'ai pu faire plein d'autres choses. Mais ça, c'était ça, mon rêve de gamin. Et j'ai eu l'occasion, avec toutes mes économies d'adolescent que j'avais mis pendant plusieurs années de côté, d'aller faire un stage de basket aux États-Unis. Et je me rappellerai toujours d'être dans cette grande salle où il y avait 300 gamins entre 12 ans et 17 ans et d'un coach qui s'adressait à nous, mais c'était un peu comme des grands speeches motivationnels. À l'époque, on n'en parlait pas comme aujourd'hui, mais c'était un peu ça qu'il faisait. Et pour la première fois de mon existence, eh bien, on me disait, à l'enfant que j'étais, toi, tu n'as pas confiance en toi, eh bien, personne n'aura confiance en toi. Et donc, c'est important d'avoir cette confiance en soi, de se sentir bien, de se sentir beau, de se sentir important, de savoir qu'on a des capacités. Et c'est la première fois que j'entendais ça, parce que c'est un discours qui n'est pas très développé chez nous en Belgique. On a plutôt tendance à demander aux gens d'être humbles, d'être cachés, etc. Les profs ne sont pas toujours très motivants. Certains nous cassent nos motivations, nous disent qu'on n'arrivera jamais. Eh bien, je pense que ces mots-là, moi qui étais un gamin comme beaucoup d'autres, un peu timide, pas forcément sûr de lui, eh bien ça a fait un déclic dans ma tête. Et je me suis dit, c'est possible, c'est possible. Et même si j'arriverai pas à être un joueur de NBA, ben, je vais donner tout ce que j'ai. Et je me suis, dans le sport, je me suis beaucoup entraîné, j'ai vu des progrès, et puis j'ai eu l'occasion de faire ce métier. Et toujours, je me suis dit, persévérer, c'est pas une option. Abandonner, c'est pas une option. Persévérer, c'est une obligation. Et le grand luxe, il y a des gens qui ont le luxe d'abandonner. Non, moi, j'ai pas ce luxe-là. Je veux aller jusqu'au bout parce que je veux pas regretter. Je veux pas me sentir mal de ne pas avoir essayé. Et ça existe dans les réussites comme dans les échecs. Et dans les échecs, un échec, c'est quelque chose qui existe beaucoup aux États-Unis. Aux États-Unis, on dit l'échec, c'est quelque chose de très important. Il y a des entreprises qui ne vont pas engager quelqu'un qui n'a jamais eu le moindre échec, parce que c'est à travers les échecs qu'on apprend. En Europe, quand quelqu'un a échoué, généralement, on ne lui fait pas trop confiance, on pense qu'il est nul. Voilà, un échec, ça doit nous apprendre, ça doit nous motiver. Et c'est vraiment à travers les échecs qu'on apprend le plus. Ça doit nous pousser, au fait. Au contraire, ça ne doit pas nous freiner, ça doit nous pousser. Justement, ça doit nous pousser. À avancer. Alors, si on fait 4 fois le même échec dans le même domaine, alors, il faut se poser la question. Peut-être changer de domaine. Mais voilà, persévérer, pour moi, c'était même pas une question que je me posais. C'est quelque chose que j'ai toujours fait dans tous les domaines. Évidemment, quand il s'agit de causes justes, quand il s'agit de beaux rêves, faut pas persévérer dans des choses négatives. Mais si c'est des choses auxquelles on croit, si ça fait partie de nos valeurs, on ne doit même pas se poser la question. Il faut persévérer toujours plus loin, toujours plus, avec beaucoup d'envie. Et dans ce cas-là, même si on n'y arrive pas, au moins, on n'aura pas de regrets, parce qu'il n'y a rien de pire que de vivre avec des regrets. Oui, tout à fait, c'est super, c'est magnifique ce que vous dites, François. Un beau mot de la fin, ça. Oui, c'est un beau mot de la fin. Et est-ce que vous comptez visiter la Turquie, ou est-ce que ça fait partie un peu de vos projets? Dites-moi. Ah oui. Alors, je me suis déjà rendu en Turquie en 2019, je pense, à Istanbul. J'ai vraiment adoré, c'est absolument magnifique la Turquie. Je me suis rendu aussi quand j'étais plus jeune à Kuşadası en vacances. Évidemment, j'ai fait aussi comme tous les jeunes de 20 ans un petit séjour à Bodrum pour faire la fête. Mais si, j'adore la Turquie. J'y suis pas allé encore pour un monde à part. Ok, vous êtes le bienvenu, François, si vous venez. C'est certain. Avec plaisir, François. Écoutez, moi j'ai eu un magnifique échange avec vous aujourd'hui lors de cet épisode
épisode, François. J'imagine que les auditeurs et les auditrices, pareil. C'était super riche, super inspirant d'ailleurs. Votre passion, on la ressent et franchement, c'est ce que je veux toujours transmettre à travers justement mes épisodes de podcast. Merci beaucoup François pour tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Siam. Et on est arrivé à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas, vous pouvez nous laisser un commentaire pour nous donner un peu votre avis sur cet épisode ou nous parler de ce qui vous a marqué le plus. Merci à vous tous, mes chers auditeurs et auditrices. Et merci aussi à François de nous avoir partagé son parcours, sa passion, plein d'histoires et de nous avoir parlé aussi de son intimité et des moments très importants dans sa vie. Merci à vous tous. N'oubliez pas le podcast Persévérance, c'est pour vous inspirer, vous motiver, vous donner des clés de réussite, des exemples de réussite et des chemins super riches et inspirants. Je vous dis prenez soin de vous et de votre famille et au prochain épisode du podcast Persévérance.